En novembre dernier, j'étais en Afrique du Sud, pas pour des vacances, mais pour une immersion business exclusive avec Iman Gadzhi. Dans la salle, il y avait un invité très spécial, Vinay Irmas, le cofondateur de Loom. Vous connaissez sûrement Loom. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un logiciel qui permet d'enregistrer son écran, de faire des captures d'écran et en caméra en même temps. C'est la petite bulle vidéo là que tu vois en bas à gauche des écrans. C'est un outil qui a permis de remplacer des milliers et des milliers de réunions inutiles par des vidéos de 2 minutes. C'est devenu le standard mondial de la communication asynchrone. Tellement standard qu'il a été racheté pour 975 millions de dollars par Atlassian. Sur Instagram ou TechCrunch, cette histoire, elle ressemble un peu à un conte de fées. 3 jeunes fondateurs, une idée de génie et un chèque d'1 milliard. Sauf que pendant cette conférence privée, Vinay, il a détruit ce mythe devant tout le monde. Il nous a raconté l'enfer des coulisses. Pourquoi diviser le prix de vente par le nombre de fondateurs est un calcul d'idiot. Comment ils ont failli tout perdre en 24 heures à cause d'une banque. Et pourquoi vendre sa boîte peut être la pire chose qui arrive à ta santé mentale. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est ce que tu n'as peut-être jamais entendu ailleurs. Si tu veux monter un business dans l'ère de l'IA sans te faire broyer par les illusions, prends des notes, on commence tout de suite. Alors, pour commencer, il y a une leçon là, qui va être un peu brutale, mais qu'il faut intégrer tout de suite. Ton idée du siècle, celle que tu protèges comme un trésor, elle ne vaut probablement rien. On fait un flashback, on est en 2015, et Vinay et ses associés, ils sont pas du tout en train de coder le futur de la vidéo. Ils sont dans une pièce, devant un tableau blanc, et ils ont listé 5 idées de business. Et accroche-toi bien, parce que leur grande idée numéro 1, c'était de récupérer les restes alimentaires des restaurants pour les revendre. T'imagines, leur plan pour atteindre le milliard, c'était littéralement de vendre de la bouffe froide de la veille. Donc très vite, ils se sont regardés, ils ont réalisé ensemble que personne n'a envie de manger des restes. Donc paf, l'idée part à la poubelle. C'est là qu'ils ont arrêté de chercher une idée cool pour chercher une idée rentable. Ils se sont posé la vraie question. Qu'est-ce qui a de la marge? Qu'est-ce qui scale à l'infini? Réponse, le logiciel. Du coup, ils effacent le tableau et ils lancent un premier truc qui s'appelle OpenTest. Alors, OpenTest, c'est quoi? C'est un concept ultra simple, une marketplace. Un e-commerçant pose 100 $ sur la table et en échange, un expert analysait son site, son checkout, son UX, sa landing page, tout ça, bref, et tout ça en vidéo. Et c'est là, caché dans ce petit mécanisme de feedback vidéo, que la graine de Loom était plantée. Sauf que, à ce moment-là, ils étaient aveugles, ils ne le voyaient pas du tout. Ils vivaient à 4, entassés dans une petite maison minuscule. Leur trésor de guerre, c'était 42 000 $ d'économie en commun. Tout ce qu'ils avaient pour payer le loyer, des serveurs, la bouffe. Et une fois que c'était fini, c'était game over. Et rappelle-toi, on est en 2015. Il n'y a pas d'IA pour coder à ta place. Il n'y a pas de no-code à 10 balles par mois. À l'époque, lancer un produit, ça coûtait du sang et des larmes. Vinay était le seul designer, Joe le seul ingé, et le troisième, il gérait la croissance. Donc leur routine a été militaire. Réveil, gym, café, code, 7 jours sur 7. Pas de week-end, pas de vie. Ils ont tenu à peu près 8 mois comme ça, et le résultat, après 8 mois de souffrance, accroche-toi bien, 3 clients. Et Vinay a été très honnête là-dessus, hein. C'était même pas des vrais clients, c'était qu'on appelle des sympathiques customers, des potes qui ont payé par pitié juste pour pas les voir mourir de faim. Donc évidemment leur compte en banque se vidait, OpenTest était mort, et là le pivot, il n'est pas du tout venu d'une vision divine d'un génie marketing, il est venu d'un utilisateur externe. Un chercheur d'un labo de Harvard les contacte. Le gars, il avait 10 vidéos d'utilisateurs à analyser, mais au lieu d'envoyer 10 fichiers lourds insupportables, il a utilisé leur petit outil interne, une extension Chrome qu'ils avaient bricolée à l'arrache pour enregistrer une seule vidéo résumée et l'envoyer à son équipe. Et c'est là que la lumière s'est allumée. Ils se sont regardés et ils ont réalisé un truc. Attends, notre business de testing est nul, mais cet outil de communication là, c'est le futur. Ils ont compris que Loom n'était pas un outil de test, c'était l'arme ultime pour remplacer les réunions Zoom inutiles et les 15 screenshots qu'on envoie sur Slack. C'est ça la mine d'or. Mais attention, il y a une double leçon ici qu'il faut surtout pas rater. Leur product market fit, ce qu'on appelle ce moment magique où le marché s'arrache ton produit, ça leur a pris 14 mois. Entre la création de la boîte et le moment où ça a vraiment décollé, il s'est écoulé plus d'1 an de doute total. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on essaie de te faire croire que c'est facile. On te vend l'idée que tu peux lancer un SaaS millionnaire en un week-end depuis ta chambre, et c'est des conneries. Si t'es pas prêt à vivre avec 4 colocs, à manger des pâtes tous les jours et à te prendre des claques par le marché jusqu'à trouver la bonne formule, t'es pas prêt à monter une boîte à 1 milliard. Voilà, je te le dis. Maintenant, on va parler du sujet qui fâche, on va parler d'argent. Et surtout, on va regarder la différence entre ce que tu lis dans la presse et ce qui atterrit vraiment sur le compte en banque d'un fondateur. On va commencer par le mythe numéro 1, le calcul médiatique. Quand l'acquisition de Loom par Atlassian pour 975 millions de dollars est devenue publique, les médias, ils ont fait le calcul le plus bête du monde. Ils ont pris 975 millions de dollars, ils ont divisé par 3 cofondateurs et ils ont titré le truc en gros, ils ont chacun empoché 325 millions. Vinay, il nous a raconté que sa famille en Inde, elle est devenue complètement folle. Ses tantes, ses oncles, tout le village racontait partout qu'ils étaient quasiment milliardaires. Le téléphone, il arrêtait pas de sonner. Bref, la dinguerie. La réalité, ce n'est jamais comme ça que ça marche. Il a même pas essayé de leur expliquer parce que pour comprendre pourquoi ce calcul est faux, il faut comprendre la mécanique brutale du venture capital. D'abord, il y a ce qu'on appelle la dilution. C'est comment ton gâteau rétrécit. Au début, vous êtes 3, vous avez 100% du gâteau, simple. Mais ensuite, tu lèves en seed,
puis en série A, puis en série B, puis en série C, et à chaque tour, les investisseurs, ils viennent croquer 15 à 20% de ta boîte. Et ce qu'on oublie dans le temps, c'est le pool d'options des employés. À chaque levée, tu dois recharger ce stock d'actions pour attirer les talents. Résultat, ta part de fondateurs, elles font comme neige au soleil. Vinay, il a vu des fondateurs de boîtes ultra connues, genre Dropbox, finir avec moins de 2% de leur propre entreprise au moment de l'introduction en bourse. T'es le patron, mais tu possèdes plus rien. Mais ça, c'est gentil comparé au vrai piège. Le piège mortel qui peut te laisser à zéro même en vendant ta boîte 100 millions de dollars, ça s'appelle la liquidation préférence. Vinay nous a dit une phrase qui m'a marqué. Ne levez jamais un centime sans avoir lu le livre Venture Deals. Pourquoi? Parce que les investisseurs, ils ont souvent une petite clause vicieuse qui dit qu'ils récupèrent leur argent en premier, parfois x1, parfois x2. Imagine le scénario. Un investisseur, il met 20 millions de dollars chez toi avec une préférence x2. Te bats, tu vends ta boîte 40 millions, t'es content, tu te dis que t'es riche. Eh ben non. L'investisseur, lui, il prend ses 40 millions, donc 2 fois sa mise, il vide la caisse, et toi, le fondateur, zéro, nada. Si tu comprends pas ces termes, tu construis pas ta fortune, tu construis celle de tes investisseurs. Et pour finir sur une note qui force l'humilité, il y a l'histoire de DoorDash. Vinay, il a partagé une anecdote qui, franchement, fait très mal à l'ego. Avant de monter Loom, il cherchait un job de designer. Donc, il voit passer une offre pour une toute petite start-up inconnue à l'époque, DoorDash. Il regarde le site, il voit livraison de repas. Et sa réaction, elle est immédiate. C'est nul. C'est nul, livrer des pizzas, aucune techno là-dedans, ça marchera jamais. Et il balaye l'offre comme ça, d'un revers de main. Aujourd'hui, il a fait le calcul sur un tableau Excel. Et le résultat, il est effrayant. S'il avait ravalé son ego et rejoint DoorDash comme employé numéro 1, juste avec son stock option de salarié, il serait probablement devenu plus riche qu'en ayant fondé Loom, vendu pour 1 milliard. Réalisez bien ce que ça veut dire. D'un côté, vous avez 10 ans de stress, de nuit blanche, de responsabilités écrasantes en tant que CEO. Et de l'autre, juste le fait d'avoir dit oui à la bonne offre d'emploi au bon moment, ça change tout. C'est ça qu'on appelle la fameuse power law, la loi de puissance de la tech. Quand une boîte elle explose vraiment, comme DoorDash, Uber ou Airbnb, être le passager rapporte parfois plus que d'être le pilote d'un avion plus petit. Ça nous rappelle une chose importante, le travail dur compte, oui, mais le choix du véhicule compte encore plus. Mais l'histoire la plus dingue de cette conférence, c'est pas le produit, c'est la vente. Et surtout pourquoi elle a failli ne jamais arriver. On retourne en arrière, Loom est au sommet, mais ils stockent toute leur trésorerie, entre 30 et 50 millions de dollars, dans une seule banque, la Silicon Valley Bank. Vous vous rappelez du crash. Le scénario, il est digne d'un film catastrophe. Jeudi, tout va bien, la vie est belle. Vendredi, la banque fait faillite, compte gelé. Lundi, la paie des employés doit partir. En 24 heures chrono, ils sont passés de future licorne à on peut plus payer personne. C'est là que tout s'est joué. Vinay, il prend son téléphone, il appelle Mike Cannon-Brookes, le CEO d'Atlassian, et à ce moment-là, Atlassian n'est pas l'acquéreur, c'est juste un partenaire. Donc la réponse de Mike, elle est lunaire. T'inquiète pas, je te couvre. Je t'envoie l'argent depuis mon family office personnel pour payer les employés. Pas d'avocat, pas de contrat de 50 pages, juste de la confiance entre deux mecs. Et c'est cet acte précis qui a fait que, quelques mois plus tard, quand Atlassian a proposé de racheter Loom, ils ont dit oui tout de suite, parce qu'ils savaient qu'ils entraient dans une culture de confiance. La leçon, ne croyez pas ceux qui disent que le business est froid. À très haut niveau, quand tout s'effondre autour de soi, ce sont les relations humaines qui te sauvent la mise. Bon, une fois qu'on a évité la faillite, qu'on a compris les pièges, il reste la question des 100 millions. Comment on fait passer une boîte de 0 à 100 millions de revenus? Vinay, il a lâché des bombes sur 3 sujets pendant la conférence. Premier sujet, le secret de la croissance, l'obsession du gratuit. Tout le monde pense que pour faire grossir une startup, il faut lever des millions et des millions et des millions et cramer en publicité Facebook ou en Google Ads. Faux, archi faux. Loom a atteint des millions d'utilisateurs sans aucun budget marketing au début. Leur secret, le product-led growth. En gros, le produit est le marketing. Réfléchis. Tu n'enregistres pas un Loom pour toi, tu l'enregistres pour l'envoyer à quelqu'un. Chaque utilisation est une publicité déguisée. C'est viral par nature. Mais ils ne se sont pas reposés là-dessus. Ils ont copié et amélioré la stratégie de Dropbox. Tu te souviens, Dropbox te donnait de l'espace gratuit si tu invitais un ami. Loom a fait pareil, mais en jouant sur la frustration. La version gratuite te limite à 5 minutes d'enregistrement, c'est assez pour tester, mais c'est ultra frustrant si tu es bavard. Tu veux faire sauter la limite? Invite un collègue. C'est tout bête, mais ça crée une viralité artificielle surpuissante. Et voici le détail qui m'a tué. Le vrai secret de leur culture, ils ont institutionnalisé cette obsession. Ils ont créé un club de lecture obligatoire pour les 10 premiers employés. Ils n'ont pas lu un Harry Potter, ils ont lu Hooked de Nir Eyal. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce livre est le manuel secret de la Silicon Valley pour rendre une application addictive. C'est le mode d'emploi pour créer des habitudes dans le cerveau des gens. L'objectif de Loom était simple, que tout le monde dans la boîte, du stagiaire au CTO, comprennent la psychologie humaine, qu'ils sachent tous répondre à ces questions. C'est quoi le déclencheur qui fait cliquer? C'est quoi la récompense qui fait rester? Si tu veux de la croissance, arrête d'acheter des pubs. Fais comme eux, apprends à ton équipe comment fonctionne la dopamine et commence à construire des boucles virales dans ton produit. Ensuite, le deuxième point, c'était comment battre les géants. David contre Goliath. Une question qui revenait tout le temps, mais Vinay, pourquoi Google ou Slack
ne vous ont pas écrasé. Après tout, c'est facile pour eux. Slack a lancé Slack Clips. Microsoft a mis la vidéo dans Teams. Ils ont des milliards de budget. La réponse de Vinay, c'était une masterclass de stratégie. Pour ça que Microsoft, la vidéo asynchrone, c'était une petite fonctionnalité. Un projet du vendredi après-midi qui ne servait pas à grand-chose. Pour Loom, c'était toute leur vie. Quand un concurrent sortait une copie d'une fonctionnalité de Loom, Loom avait déjà 6 mois d'avance sur l'itération suivante. La leçon, elle est là. La vitesse d'exécution et l'obsession sur un seul problème battront toujours les géants qui se dispersent. Et le troisième point, c'est le tabou des secondaires. On va parler cash, c'est souvent un sujet tabou. On imagine que les fondateurs mangent des pâtes pendant 10 ans et ne touchent pas un centime avant la vente finale. C'est faux. Ça s'appelle le secondary. C'est le fait de vendre une petite partie de tes actions lors d'une levée de fonds intermédiaire, bien avant le rachat final. Mais attention, c'est un jeu politique très dangereux. Vinay vous a expliqué la règle implicite de la Silicon Valley. Si tu vends 20 à 30% de tes parts, c'est OK. Tout le monde comprend. Tu dérisques. Tu achètes une maison, tu mets ta famille à l'abri, etc. Les investisseurs sont d'accord parce qu'ils savent que si tu dors bien la nuit, tu seras un bon CEO. Par contre, si tu vends 60%, là, c'est code rouge. Ça renvoie un message terrible. Genre, j'y crois plus, je reprends le cash, me prépare à partir, et là, tu tues la confiance, tu tues ta boîte. Il a aussi partagé un moment d'humanité très rare dans ce milieu de requins. Un de leurs tout premiers investisseurs avait mis 5 000 $ au début. Quelques années plus tard, ses parts valaient 500 000 $. Il avait besoin d'argent, il voulait vendre. Beaucoup de fondateurs auraient dit non, garde tes parts, reste avec nous, ça vaudra plus tard. Vinay lui a dit vends, prends l'argent, c'est une somme qui change une vie. Parfois, il faut savoir ne pas être égoïste. Maintenant qu'il est riche, qu'est-ce qu'il fait de son argent? Est-ce qu'il met tout dans des cryptos avec des têtes d'animaux ou des startups sexy? Absolument pas. Il est devenu ce qu'il appelle risk-off. Il a complètement arrêté de faire du angel investing, petit ticket, tu sais, mettre 10K par-ci, 10K par-là. Il a fait le calcul. Le retour sur investissement est nul pour un individu isolé et ton argent est bloqué pendant 10 ans. Sa stratégie aujourd'hui, elle est ultra simple. D'un côté, le socle ennuyeux des ETF S&P 500, des bons du trésor américain, les T-bills. C'est de l'argent qui dort, ultra sécurisé. Son but ici, c'est pas de devenir riche, il l'est déjà, mais de ne surtout pas redevenir pauvre. Et de l'autre côté, il se transforme en sniper. Il ne cherche plus 50 opportunités, il en cherche 2, 3, mais quand il tire, il ne rate pas. Il prend des positions massives, 5 à 10% d'une boîte d'un coup, et il s'implique à fond. Fini la dispersion. Je termine cette partie business avec son avertissement sur l'intelligence artificielle. Vinay pense qu'on vit une hallucination collective. On est passé d'une croissance x10 en 3 ans, mais selon lui, on va vers un ralentissement violent. L'AGI, ce qu'on appelle l'intelligence suprême, c'est pas pour demain matin. Son conseil pour les entrepreneurs IA, ne construisez pas des wrappers, vous savez, ces coquilles vides qui sont juste une interface autour de ChatGPT, ils vont tous mourir. OpenAI va finir par sortir une fonctionnalité gratuitement. Les vraies opportunités sont dans les dégâts collatéraux de l'IA. Un exemple concret, la fraude. Les assurances vont bientôt se faire inonder de fausses preuves de sinistres générés par l'IA, des fausses photos d'incendie, des voitures accidentées hyper réalistes. Construire les outils pour détecter le faux, pour vérifier l'identité, pour gérer cette nouvelle infrastructure de confiance. C'est là que se trouve l'argent durable. Comme il dit, construit pour le monde dans 5 ans, pas pour la hype de la semaine dernière. On a parlé business, on a parlé stratégie, on a parlé finance, c'est bien, mais il reste le pilier qui fait que tout s'effondre ou que tout tient, j'ai nommé l'humain. Vinay, il a été très clair. La première cause de mortalité d'une startup, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la rupture entre les associés. Alors, la vraie question, c'est comment on survit 10 ans avec les mêmes personnes sous une pression infernale sans s'entretuer. Alors déjà, oubliez l'image glamour des bureaux de la Silicon Valley avec le baby-foot, etc. Au début, il vivait à 4 dans un appartement de 3 pièces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vinay, il dormait littéralement la tête collée au lit de son cofondateur. Quand la fiancée de l'un venait, c'était le chaos. Ils ont dû instaurer un système de rotation des chambres pour que chacun puisse dormir seul de temps en temps. Vivre avec ses amis, c'est déjà dur, mais vivre avec ses associés dans la précarité en bossant 15 heures par jour, c'est une bombe à retardement. Ensuite, comment ils ont tenu sans exploser? Ils ont traité leurs relations humaines comme du code informatique. Ils ont inventé un concept génial qu'ils ont nommé l'API feedback. Quand l'un devait faire une critique à l'autre, il utilisait un protocole strict comme une API. Je t'envoie cette donnée, donc ce reproche, non pas pour t'attaquer personnellement, mais pour optimiser le système, la boîte. Ça permettait de déconnecter complètement l'ego de la performance. Ils ont aussi ritualisé leur communication. Le dîner du dimanche, obligatoire, interdiction de parler de tâches ou de to-do list, on ne parle que de ressenti. Qu'est-ce qui t'a frustré chez moi cette semaine? Par exemple, dès qu'ils ont eu un peu d'argent, ils ont payé un coach pro. C'est littéralement une thérapie de couple à 3. Cet espace neutre qui a permis de désamorcer les bombes avant qu'elles n'explosent. Et il y a une question cruciale qui a été posée à la salle. Si tu étais à refaire, Vinay, est-ce que tu le ferais seul, en solo founder, pour garder 100% des parts et éviter tous ces problèmes relationnels? Sa réponse, elle a été simple. Il a dit un non catégorique. Oui, financièrement, être seul rapporte plus, tu divises pas le gâteau, mais le coût psychologique est insoutenable. Il appelle ses cofondateurs son système immunitaire. Quand tu es seul
et que tu doutes à 3 h du matin, tu coules. Quand tu es 3, il y en a toujours un pour relever les 2 autres. Et il ne vaudrait pour rien au monde revivre cette traversée du désert en solitaire. Et enfin, il y a la partie dont personne ne parle, le côté obscur. Que se passe-t-il le lendemain du jour où tu reçois le virement de la vente? Le jour où ton compte en banque affiche un chiffre à 7 ou 8 zéros. On imagine des confettis, on imagine du champagne, le bonheur absolu. La réalité, c'est que tu es vide. Vinay, il raconte un choc identitaire brutal. Pendant 10 ans, quand il serrait une main, il disait « Bonjour, je suis Vinay de Loom ». C'était son identité, sa tribu, sa guerre quotidienne. Du jour au lendemain, plus de Slack, plus d'équipe, plus de feu sacré, il s'est retrouvé en thérapie, sous antidépresseur, incapable de profiter de ses vacances au soleil. Pourquoi? Parce que son cerveau, il était câblé pour la survie. Il cherchait désespérément des problèmes à résoudre qui n'existaient plus. Mais l'histoire la plus violente, c'est celle de son cofondateur, René. Après le rachat, René, il devait rester un certain temps chez Atlassian pour toucher la totalité de son argent, qu'on appelle le vesting, mais il était tellement malheureux dans une grosse structure, il avait tellement besoin de retrouver la liberté de créer qu'il est parti avant la fin. Il a laissé, selon les estimations, près de 16 millions de dollars sur la table. Écoute bien ça, il a littéralement acheté sa liberté mentale pour 16 millions de dollars. Ça te donne une idée de la violence psychologique de ce milieu. Sa conclusion, c'est une leçon de vie. Ne faites jamais de votre entreprise votre seule identité. Ayez des hobbies, ayez une vie en dehors, parce que le jour où la musique s'arrête, même avec un compte en banque plein, si vous n'êtes que le fondateur, vous n'êtes plus rien. Au final, l'histoire de Loom, ce n'est pas l'histoire d'un succès facile. C'est l'histoire d'une anomalie statistique. Oui, ils ont eu de la chance. L'épisode de la banque qui se règle en un coup de fil, le chercheur de Harvard, le timing du Covid, mais ils étaient prêts quand la chance est passée. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Le succès overnight que vous voyez sur TikTok est un mensonge. Derrière chaque millier d'euros, chaque million d'euros, chaque milliard d'euros, il y a des années de colocation à manger des pâtes, des trahisons bancaires, des dépressions post-exit et j'en passe. La vraie question n'est pas de savoir si l'IA va vous rendre riche rapidement. La question est, serez-vous assez solide financièrement et mentalement pour survivre aux 10 prochaines années? Je vous laisse bien réfléchir là-dessus et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.